Merci d'être présent ce matin. Eh bien, j'ai mon cher co-présentateur Alan Fustek qui a des difficultés de connexion et qui devrait nous rejoindre. Mais je vais commencer, puis il va nous rejoindre au cours, euh, au cours du webinaire. Donc, merci d'être avec nous ce matin. Et donc, on va vous parler avec Alan, dès qu'il nous rejoint, de la stratégie du Y, et donc qui est une méthode de stratégie d'entreprise qu'on a mis en place afin de trouver une approche pour que les entreprises fassent entrer leur stratégie dans les limites planétaires. Donc, écoutez, je me présente rapidement, et voilà, ça fait venir Alan qui arrive pile au bon moment. Et donc, je suis Arnaud Bergerot, je suis le directeur général de Goodwill Management. Donc, Goodwill Management est un cabinet de conseil en développement durable qui existe depuis 2003. On travaille bien principalement sur la mesure des impacts des entreprises et sur les stratégies à adopter pour faire justement rentrer ces impacts dans les limites planétaires. On va vous en parler. Et Goodwill Management fait partie du groupe Baker Tilly, un groupe d'audit, de conseil, d'expertise comptable. Et Alan, je te laisse te présenter. Oui, bonjour tout le monde. Donc Alan Fustek, je suis le fondateur de Goodwill Management. J'ai cédé Goodwill Management à Baker Tilly il y a 2 ans. Mais comme ce sont des gens très très méchants, ben, je suis resté chez Goodwill pour poursuivre le développement de l'entreprise. Et donc Arnaud, qui était le directeur des opérations de Goodwill du temps où j'étais président, maintenant c'est devenu mon patron. Voilà. Super, merci Alan. Mais tu restes président également de l'agence Lucie et de Kerlotech, Alan. Ah oui, exactement, tu fais bien. C'est toi qui fais ma promo. Voilà, je suis également cofondateur de l'agence Lucie, qui est la première communauté d'entreprises engagées en RSE en France via un label. Et j'en suis le président. Et je suis fondateur ou cofondateur avec mon fils d'un démonstrateur de soutenabilité forte en Bretagne qui s'appelle Kerlotech. Voilà, donc là c'est complet. Merci Alan. Et donc, écoutez, aujourd'hui, on va donc vous présenter cette nouvelle approche de stratégie d'entreprise, la stratégie du Y, mais je vais faire une petite introduction pour présenter et le contexte et les outils qui sont nécessaires à réaliser cette stratégie du Y. Et on se gardera, je l'espère, une petite dizaine de minutes en fin de webinaire pour répondre à vos questions. Donc, tout d'abord, petite introduction sur le contexte. Euh, on, on voit finalement que jusqu'à présent, on a mis en œuvre ce qu'on pourrait appeler une RSE 1.0, une RSE qui a vocation principalement à réduire ses impacts, réduire les impacts de l'entreprise. Vous voyez à l'écran les 7 questions centrales de l'ISO 26000 qui reste voilà, la norme la plus utilisée en termes de RSE. Cette RSE 1.0 voilà, qui vise finalement à réduire ses impacts, mais sans donner d'une certaine façon un cap clair. Jusqu'où faut-il aller? Ça, ce n'est pas forcément écrit. Et en ce moment, on est en train de passer à un nouveau paradigme, en quelque sorte, une RSE qu'on pourrait appeler 2.0, qui vise à avoir des entreprises qui sont réellement résilientes, soutenables, pérennes. Mais finalement, comment on peut définir quel cadre on doit utiliser pour cette RSE 2.0 pour avoir une entreprise réellement soutenable. Donc nous, on pense que le meilleur cadre à utiliser, c'est celui de l'économie du donut. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. Cette économie du donut, elle a été proposée par une économiste qui s'appelle Kate Raworth en 2017. Et donc, comme son nom l'indique, elle présente l'économie sous la forme bien de cette pâtisserie américaine. Ce donut, il est limité en sa zone extérieure par un plafond environnemental que les entreprises, l'économie, l'humanité dans son ensemble ne doivent pas dépasser pour rester dans cet espace sûr et juste que vous voyez en vert clair et qui est au milieu.
Et en son centre, ce donut, il est limité par un plancher social. Et là aussi, ce sont des limites en dessous desquelles la société, l'économie, les entreprises ne doivent pas aller pour conserver toute l'énergie humaine et également le capital social et sociétal. Et vous voyez, ce qui change ici, ce changement de paradigme, il est autour finalement de l'objectif qu'on se donne. Maintenant, il est clair. On doit rester entre ce plafond environnemental et ce plancher social pour rester dans cet espace pérenne, soutenable pour l'économie et pour la société dans son ensemble. Et cette économie du donut, je voulais vous donner un exemple pour vous montrer ce qui se passe finalement en France. Alors, ces données ici, elles datent de 2015, mais qu'est-ce qu'on voit à l'écran? On voit un travail qui a été fait par les chercheurs qui travaillent sur l'économie du donut. Et donc, on voit cette économie du donut appliquée à l'économie française. Qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, c'est que en son cercle extérieur, eh bien, le plafond environnemental est dépassé, on le voit en rouge, sur de nombreux sujets, l'utilisation de matières, les émissions de gaz à effet de serre, l'empreinte environnementale dans son ensemble. Donc, il y a un vrai challenge sur le plan environnemental. Par contre, on voit que sur les fondations sociales, le plancher social, eh bien, on a très peu de zones rouges sur lesquelles on est en dépassement en France. Alors, c'est peut-être un petit peu compliqué à lire pour vous, mais vous voyez, la principale zone rouge, elle est ici. Elle est sur l'emploi. Et donc, qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire qu'on a un taux de chômage un peu trop élevé par rapport à ce plancher social. Voilà, qu'est-ce qu'on retient finalement de cette image à l'écran? C'est que, eh bien, on a un chemin, on a une direction pour placer notre économie française dans un cadre soutenable, mais qu'il y a encore beaucoup de travail à faire en particulier sur le volet environnemental à l'extérieur et encore du travail à faire sur le volet social. Et donc, comment peuvent faire les entreprises pour rentrer finalement dans cette économie soutenable? Eh bien, pour ce faire, nous, on est convaincus qu'il est absolument nécessaire de reconsidérer, de repenser, de réinventer le concept de la stratégie d'entreprise. Pourquoi? Eh bien, jusqu'à présent, finalement, on a un monde économique et un monde physique qui sont considérés comme étant déconnectés. En gros, tant que l'économie se développe, tout va bien. Et puis, le monde physique suivra. Soit il y a assez de ressources, soit eh bien, les évolutions technologiques suffiront. Or, ce n'est pas du tout ce qu'on est en train d'observer aujourd'hui, au quotidien, dans nos vies, dans la vie de nos entreprises. Ce qu'on observe au contraire, c'est que ces mondes économiques et physiques commencent sérieusement à se percuter, et je vais vous montrer juste après qu'on en a des preuves assez concrètes. Et nous sommes convaincus eh bien, que dans 10 ans, 15 ans, les deux vont finalement fusionner et qu'il n'y aura pas d'autre choix que de considérer la vie et la stratégie des entreprises en prenant parfaitement en compte les enjeux économiques, physiques et également sociaux et sociétaux. Comment est-ce qu'on observe cette sorte de percussion entre ces mondes économiques et physiques? Eh bien, on en a plusieurs preuves. Ici, je prends l'exemple de la raréfaction des ressources. Et ici, l'objectif, c'est vraiment de se dire, est-ce que mon entreprise est à risque dans les 10 prochaines années? Et est-ce que ce risque est matériel? Est-il vraiment négligeable? Si on regarde dans le tableau de gauche les tensions qui existent aujourd'hui sur les métaux rares, on voit une liste de métaux, antimoine, étain, chrome, etc. Et les réserves. Donc ces réserves, élément important, elles sont calculées sur la base de la consommation actuelle. Donc, si on continue à consommer autant d'argent, par exemple, il y en a encore pour 19 ans, autant de cuivre pour 38 ans, de lithium pour 400 ans. Donc, vous voyez déjà le problème ici, c'est que pour faire la transition environnementale, eh bien, on a besoin d'augmenter considérablement notre consommation de certains de ces matériaux. Et donc, eh bien, ces réserves, elles vont être mises à mal et il n'est pas impensable, il y a un risque élevé pour que certains de ces métaux deviennent de plus en plus rares et se raréfient, que leur disponibilité soit de plus en plus remise en question.
Là-dessus, il est intéressant de faire un zoom sur l'exemple du cuivre. Là, on s'appuie avec Alan sur un livre qui est sorti l'an dernier, Métaux, le nouvel or noir, Demain la pénurie. Et donc, il y a un exemple très parlant qui est proposé dans ce livre, c'est que le nombre de mines de cuivre qui sont actuellement en service, eh bien, c'est 250. Or, les auteurs font l'hypothèse que eh bien, il y a besoin d'environ 80 nouvelles mines de cuivre pour satisfaire les besoins en cuivre de la transition environnementale. Donc 80, c'est considérable. Or, vous voyez, hein, le délai pour ouvrir une mine de cuivre, c'est en moyenne 17 ans. Or, ces 80 mines, il faudrait les ouvrir dans les 3 ans. Et à ce stade, il y a 10 projets en cours. Donc, qu'est-ce que ça nous montre ici? Eh bien, ça nous montre qu'à un moment, on voit bien que ces courbes de l'offre et de la demande, elles vont se percuter, elles vont se croiser sérieusement et que ça va avoir des impacts soit tout simplement sur la disponibilité du cuivre, soit un impact très fort à minima sur le prix du cuivre. Et donc ça, c'est sans oublier le fait qu'on a également une baisse de la densité du cuivre dans le minerai. Donc même si on fait de nouveaux progrès technologiques, eh bien, on va avoir de plus en plus de mal à obtenir le cuivre nécessaire. Donc, il y a d'autres exemples qu'on pourra avoir sur la raréfaction des ressources, bien sûr le pétrole et l'ensemble des énergies fossiles. Là, je souhaite maintenant passer directement à un autre enjeu où on voit qu'il y a une percussion forte entre le monde économique et le monde physique. C'est tous les impacts liés au changement climatique. 3 exemples ici. Vous voyez tout d'abord à gauche la fréquence en 2050 des crues torrentielles. Donc on voit que la fréquence de ces crues, elle va énormément augmenter au cours des prochaines décennies. Si on prend le premier exemple à Brest, eh bien, la fréquence de ces grandes crues va être inférieure à 5 ans, soit 5 fois plus fréquente qu'aujourd'hui. On voit que à Paris, ça va être 3 fois plus fréquent qu'aujourd'hui, par exemple. Donc là, c'est en train d'impacter directement nos entreprises et les actifs physiques ou alors la chaîne de fournisseurs de ces entreprises. Si on fait un zoom sur les rendements agricoles, là avec un exemple du poids protéagineux qui est nécessaire pour l'alimentation animale, on voit qu'il y a une chute des rendements. Donc où est-ce que ça va nous mener dans les prochaines années? Là, à nouveau, un risque important et la question, c'est d'arriver à le quantifier et le quantifier pour sa propre entreprise. Et enfin, à droite, un autre exemple, celui du niveau des nappes phréatiques. Là, c'est une carte de l'an dernier, 2023. On voit que 75% des nappes phréatiques étaient sous le seuil standard. Alors, on peut se satisfaire que cette année, en 2024, on est dans une situation beaucoup plus favorable, mais néanmoins, ici, à nouveau, c'est une question de fréquence. À quelle fréquence on va être en dessous des seuils de remplissage sur nos nappes phréatiques et comment ça va impacter le modèle économique, notamment de certains industriels. Donc, qu'on voit ici, eh bien, le sujet n'est pas vraiment de savoir si tout ce qu'on a vu précédemment, c'est certain ou pas. Non, c'est issu d'hypothèses. Mais l'idée, c'est plutôt de se dire, est-ce qu'on arrive à prendre en compte ce risque, à le mesurer? Est-ce qu'il est intégré aujourd'hui dans ma stratégie? Est-ce qu'il est matériel pour mon entreprise? Nous, on est convaincus qu'il y a un challenge énorme, c'est trouver des solutions pour nos entreprises pour qu'elles puissent continuer à créer de la valeur économique à 20 ou 30 ans. Et là, on va voir que c'est loin d'être simple quand on prend tous ces paramètres physiques. Donc, jusqu'à présent, on avait plutôt une organisation où, numéro un, eh bien, on allait faire sa stratégie d'entreprise, la stratégie avec un grand S. Et puis, finalement, ce qui restait de capital financier et de capital humain était utilisé pour faire une démarche RSE visant dans le cadre d'une RSE qu'on qualifiait de 1.0, à diminuer un petit peu nos impacts sans finalement tant d'objectifs précis. Pour demain, on pense qu'il faut clairement changer de méthode de stratégie et qu'on doit développer une méthode, on va vous la présenter tout à l'heure, pour avoir une stratégie qui soit résiliente, résiliente pour l'entreprise elle-même, pour qu'elle continue d'exister, mais également soutenable, soutenable pour l'ensemble des parties prenantes qui sont impactées et qui sont en jeu. Pour arriver à mettre en place ces stratégies, eh bien, il faut des méthodes. Il faut des nouvelles méthodes de mesure. On voit finalement que la comptabilité classique, elle ne suffit pas. Le businessment classique ne va pas suffire pour avoir des entreprises et une économie qui rentrent dans cette économie du donut.
Et c'est pour ça qu'on a développé chez Goodwill Management au cours des dernières années une méthode de triple comptabilité. Alors, d'un point de vue macro, en quoi elle consiste cette triple comptabilité? Elle consiste à venir challenger le périmètre de la comptabilité classique, qui est plutôt une comptabilité économique et qui se cantonne au périmètre organisationnel de l'entreprise. Or, on voit qu'il faut développer cette approche de mesure d'impact au moins dans 2 dimensions. Premièrement, dans la dimension des parties prenantes qui sont impactées, en élargissant l'économique au social, au sociétal et à l'environnemental, d'où l'approche en triple comptabilité, mais également développer sur une autre dimension, celle du périmètre qui est pris en compte, et on doit en fait de plus en plus prendre en compte l'amont et l'aval. Donc ça, par exemple, vous voyez, avec le scope 3 d'un bilan carbone, c'est pris en compte, mais ce n'est pas forcément pris en compte suffisamment sur le social et sur d'autres dimensions environnementales. Donc, nous, on a une excellente nouvelle à partager avec vous. On est ravis de cette nouvelle dynamique. C'est que dès le mois de septembre, nous lançons une chaire avec Rennes Business School sur la triple comptabilité, avec vraiment pour objectif de réinventer la manière de compter. Donc là, ça va nous faire progresser énormément avec l'appui de spécialistes académiques de premier rang. On va pouvoir pousser encore plus loin notre méthodologie qu'on a déjà développée depuis 4 ans et qu'on applique depuis 4 ans avec un nombre important d'entreprises. Vous voyez quelques exemples ici, des entreprises de tout secteur, que ce soit dans la construction, les services, l'agroalimentaire. Donc on a déjà un bon nombre de références d'entreprises avec qui on a pu mettre en place ces méthodes de triple comptabilité. Vous le verrez, qui sont essentielles pour demain redéfinir la stratégie de l'entreprise et en faire une stratégie résiliente et soutenable. Donc, comment ça marche? Là, je vais passer quelques minutes à vous expliquer comment ça marche la triple comptabilité. Numéro 1, vous voyez à l'écran qu'on a repris cette image du donut, parce que pour nous, elle est extrêmement parlante, et qu'on a pu identifier l'ensemble des impacts qu'on peut mesurer sur le plan social, sociétal et environnemental. Donc, bien sûr, commençons par les impacts sociaux et sociétaux. On va s'intéresser aux impacts en termes de santé-sécurité, de précarité de l'emploi, de formation, d'écarts salariaux. Sur les impacts environnementaux, bien sûr, les émissions de gaz à effet de serre, mais également la pollution de l'air, l'utilisation des sols, les impacts sur la biodiversité, la pollution de l'eau, la consommation de l'eau, etc., l'extraction et également de ressources fossiles et minérales. Donc ça, c'est l'ensemble des impacts qu'on va pouvoir mesurer. On va en fait tout d'abord les quantifier en grandeur physique, puis leur donner une valeur économique qui correspond à l'impact à long terme sur l'économie. Donc on ne donne pas ici une valeur à la nature, on regarde comment le dépassement finalement ou comment ces impacts environnementaux vont avoir un impact négatif sur l'économie à moyen et long terme. Donc, je vous disais, première étape, déterminer les grandeurs physiques. Donc, on doit passer nécessairement par cette étape, connaître l'ensemble des émissions scope 1, 2 et 3 qui sont émises par l'entreprise, mais également savoir la quantité d'eau qui peut être consommée par l'entreprise, l'espace, la surface au sol qui est utilisée par l'entreprise et dans l'ensemble de la chaîne de valeur. Donc, première étape, mesurer ces quantités physiques. Ensuite, deuxième étape, il va falloir définir des quotas, des seuils. Vous vous rappelez de ce plafond environnemental et de ce plancher social, à quel moment on les dépasse? Donc là, si on prend l'exemple des enjeux environnementaux, on va partir de ces limites planétaires qui ont d'ailleurs qui sont portées par le Stockholm Resilience Center, donc où il y a tout un travail de recherche qui est fait pour les déterminer ces seuils. On va les décomposer par pays, puis par secteur d'activité, et enfin, donner un quota pour l'entreprise. Donc, vous voyez, si on prend l'exemple ici du carbone, c'est assez parlant, on a des limites planétaires qui ont été définies dans l'accord de Paris, donc avec les rapports du GIEC qui nous donnent finalement un budget carbone pour la planète, ensuite un budget carbone pour la France, qu'on va pouvoir décomposer par secteur d'activité, puis ensuite par entreprise au sein de ces secteurs, en fonction du poids de l'entreprise dans le secteur d'activité.
Donc là, c'est sur le sujet environnemental, avec un zoom sur le carbone, parce que je pense que c'est parlant pour tout le monde. Mais on fait également le même travail sur les enjeux sociaux pour définir les seuils sociaux à ne pas dépasser. C'est une approche qui est un peu différente. Et donc, qu'est-ce que ça donne concrètement pour les entreprises? Eh bien, on voit là avec un exemple d'une entreprise avec qui on a fait le travail qu'on va donner ensuite une valeur économique à l'ensemble de ces impacts. Donc ici, en l'occurrence, cette entreprise elle a un coût environnemental de près de 4,5 millions d'euros. Et on va comparer ça avec les seuils, les quotas, les limites planétaires à ne pas dépasser par l'entreprise que vous voyez matérialisées par ces traits noirs. Et tout ce qui dépasse finalement ces seuils, eh bien, ça va être constitutif d'une dette environnementale. Donc, en l'occurrence, ici, cette entreprise, elle génère au cours d'une année presque 1,5 million de dettes environnementales. On va faire le même travail sur les sujets sociaux, où ici, vous notez que cette entreprise a un coût social d'à peu près 8 000 euros, mais elle crée aussi 2 000 euros de valeur sociale et elle constitue une dette qui est somme toute très modeste comparée à la dette environnementale qu'on a pu voir précédemment. Et vous voyez, ça c'est vraiment en lien avec un graphique que je vous ai montré au début, qui est la situation de l'économie française par rapport aux donuts. On était en fort dépassement sur les enjeux environnementaux, mais en très léger dépassement sur les enjeux sociaux. Et on voit donc cet exemple qui prend forme au sein de cette entreprise. Et ensuite, on va combiner tout ça. Ici, c'est un exemple d'un travail qu'on a fait pour la société ENAF qui partage ces informations au sein de son rapport RSE et avec qui on fait ce travail depuis de nombreuses années pour les aider à déterminer leur stratégie à moyen et long terme. Et donc, une fois qu'on a ces outils de mesure, eh bien, on peut enfin venir, on a tous les éléments pour venir redéfinir la stratégie de l'entreprise. Et donc, je vais laisser la parole à Alan pour vous présenter la stratégie du Y. Bon, donc là, apparemment, c'est à mon tour. Arnaud, je te ferai un petit, je te dirai top, comme ça tu enchaînes les slides, ça te va? Pas de problème. Ok, super. Alors, juste avant de rentrer dans la stratégie du Y, un petit complément sur ce que vient de dire Arnaud. Vous avez vu tout à l'heure cette entreprise qui est un cas réel, qui contracte tous les ans une dette environnementale de 1,4 million. Et ben en fait, c'est une entreprise qui fait 10 millions d'euros de chiffre d'affaires, qui fait 1 million d'EBITDA, qui est labellisée ISO 26000, entreprise à mission, Convention des entreprises pour le climat. C'est là que vous voyez la différence entre la RSE 1.0, je réduis mes impacts, ce qu'elle fait remarquablement, et la RSE 2.0, je rentre dans les limites planétaires. Ben ça, c'est une entreprise qui excède ses quotas en moyenne d'un facteur 2,5. Voilà. Donc, alors, on peut, top, tu peux passer. Euh, donc, en fait, si vous voulez, le constat que nous faisons et que vous pouvez faire avec nous, c'est que on a beaucoup d'entreprises qui vont devoir muter dans les 10 ans pour des raisons qui leur sont imposées. Vous voyez par exemple le prix du cuivre qui est susceptible, sans qu'on en soit certain bien sûr, d'être multiplié par 5 ou 10 dans les 10 ans qui viennent. Et on aura les problèmes de même nature sur le sable, sur l'eau, etc. Donc, pour des raisons de résilience, si on veut traverser la tempête en étant toujours debout, on aura une obligation de mutation. Et puis, il y a aussi, bien sûr, la soutenabilité, c'est-à-dire ne pas aggraver la situation pour tous les autres. En fait, on s'est rendu compte depuis 20 ans qu'on accompagne les entreprises dans leur stratégie RSE que la mutation linéaire, elle n'est pas conduite, tout simplement parce qu'elle est trop dangereuse. Vous voyez le petit schéma linéaire sur votre droite, là. Si à un moment donné, vous avez une entreprise qui fabrique des bidules verts, et puis qu'au bout d'un moment, on lui dit, bah, tu dois fabriquer maintenant des machins bleus, l'entreprise se dit, mais ça c'est très dangereux parce que les bidules verts, je les vends, et j'ai du succès avec mon offre.
Et si je passe au machin bleu, qui est-ce qui va m'acheter ça? Je suis obligé de lâcher la proie pour l'ombre. Et donc, c'est très casse-gueule. Rajouter des mesures de sobriété sur mes bidules verts, aucun problème. Mais passer à autre chose, j'ai peur. Et donc, je ne fais pas. Et les dirigeants ne font pas. La stratégie du Y, ben, du coup, elle est née de ça, de ce constat qu'on a fait pendant 2 décennies. Et on s'est dit, bon, bah, donc on va faire un peu différemment. La première chose, c'est qu'on dit aux dirigeants, bah, tu as ton activité historique, qu'on appelle le canal historique, vous voyez en bas. Voilà. Et là-dessus, bah, tu mets en place une RSE 1.0 comme on t'aide à le faire depuis 20 ans, c'est-à-dire une démarche ISO 26000 par exemple. Voilà. Et puis tu vas gagner 20% en moyenne. Si tu mets le paquet, tu vas monter à 30% de réduction de tes impacts, mais on voit qu'avec ça, on ne rentre pas dans le donut. Et puis pendant ce temps-là, tu lances une initiative folle, donc on l'a appelé le canal hystérique, voilà, et de RSE 2.0. Et là, tu fabriques une nouvelle offre qui est à la fois résiliente et soutenable, avec l'aide du professeur Orpiste. Et ben bien sûr, c'est un peu fou. Donc au début, on lance des trucs, ça marche pas, on réessaye d'autres trucs, on réinvente, on renverse la table. Et vous voyez ce que je veux dire, voilà. Et puis au bout d'un moment, la nouvelle offre a trouvé son public. Et à partir de ce moment-là, ben, on réduit le canal historique et on développe le canal hystérique et le tour est joué, entre guillemets. N'imaginez surtout pas que c'est facile. Voilà. Donc c'est ça un peu le principe de la stratégie du Y. Inutile de dire que c'est juste impossible de mener à bien une stratégie du Y si on a un objectif de maximisation du retour sur capitaux investis, parce qu'on n'a pas les ressources dans ces cas-là pour investir sur le canal hystérique. Tu peux passer. Et donc, en fait, nous avons de longue date une méthode de stratégie pour le canal historique. Là-dessus, je vais passer rapidement parce que ben, la stratégie classique d'une entreprise, vous avez tous toutes eu à un moment donné à vous en occuper. Voilà. Mais on fait un état des lieux, on définit la cible, et puis ensuite on définit la trajectoire pour aller jusqu'à l'objectif. Très bien. Et donc, nous, on a un savoir-faire particulier sur le fait que tout ça, on le prend en compte et on le traite avec une approche capital immatériel, puisque on sait mesurer la valeur immatérielle des entreprises sous forme extra-financière, mais également en valorisation économique en euros, que ce soit les brevets, les marques, le capital humain, les fonds de clientèle, etc. Voilà. Alors, on va regarder juste la page suivante, qui nous montre effectivement cette idée fondamentale sur le canal historique, sachant que rien n'empêche de l'appliquer aussi ensuite au canal hystérique, c'est de dire, ben, finalement, la rentabilité d'une entreprise et le chiffre d'affaires d'une entreprise n'est autre que la résultante du développement de ses actifs, alors de ses actifs au sens large. C'est-à-dire qu'il faut du matériel, il faut du financier, il faut du capital humain, des marques, des savoir-faire, une organisation, du numérique, etc. Voilà. Avec tout ça, on fabrique des produits ou des services. Et puis, ben, il faut qu'en face de cette offre de produits et de services, vous ayez une demande solvable, c'est-à-dire de la clientèle. Et si on veut que la rentabilité d'aujourd'hui soit plus forte dans 5 ans, eh ben, d'abord, il faut développer tous ces actifs immatériels et la rentabilité en est une résultante. Et donc, toute la méthode de stratégie que nous mettons en œuvre depuis très longtemps sur ben, de la stratégie classique d'entreprise est fondée sur cette idée qu'il ne faut pas commencer par dire on va faire tant de croissance et on va faire tant de rentabilité. Il faut commencer par dire comment je développe ma clientèle et comment je développe mon capital humain. Voilà. Donc on peut passer la page suivante. Et on retombe sur des choses qui sont, voilà, qui sont très, très basiques et très classiques en stratégie, c'est-à-dire je sais où je veux arriver, et le cas échéant, je fais plusieurs scénarios, c'est ce que vous voyez en haut à gauche, et puis je définis ma trajectoire, mon master plan de projet stratégique et mon business plan. Très bien. Donc là, je dirais, bon, avec l'immatériel, c'est un petit peu innovant,
mais sinon, c'est rien de nouveau sous le soleil. Donc on peut passer. C'était juste pour dire quand même que les démarches stratégiques classiques pour développer classiquement les entreprises sont intégrées dans la stratégie du Y. Maintenant, si on vient sur le canal hystérique, là, il y a des choses radicalement nouvelles. La première chose qu'on va faire, c'est là-dessus que je vais finir mon exposé, c'est de dire il faut établir une vision de ce que sera le monde économique quantifié dans 10-15 ans. Et donc ici, on fait une stratégie à 10-15 ans. Parce que vous ne ferez pas muter une entreprise en 3 ans ou en 5 ans, qui sont en général les horizons de temps sur les plans stratégiques. Là, on fait de la stratégie à 15 ans. La deuxième chose, c'est qu'on définit une nouvelle raison d'être. Au passage, rien à voir avec la raison d'être des entreprises à mission. Et je dis pas ça parce que les entreprises à mission, c'est pas bien, hein. Lucie, entreprise à mission, Goodwill le devient, donc c'est pas le sujet. Mais c'est radicalement différent. Et puis ensuite, on passe à des phases plus techniques de définir la cible, la trajectoire, etc. Alors, on regarde la page suivante. Concernant l'étude prospective. En fait, dans les 10 ans qui viennent ou dans les 15 ans qui viennent, on va avoir des mutations qu'on n'a pas connues, à mon avis, depuis la Seconde Guerre mondiale. Donc, ça va secouer le cocotier. Sous l'effet de facteurs politiques, de facteurs économiques, de facteurs sociétaux, de facteurs technologiques, l'intelligence artificielle, suivez mon regard, de facteurs écologiques, et bien sûr, c'est là-dessus que nous, on se centre, puisque on est cabinet de conseil en stratégie soutenable, et aussi de facteurs légaux, par exemple, zéro artificialisation nette. Bon. Donc, on regarde tout ce qui est susceptible de venir percuter le bon fonctionnement de l'entreprise dans 10-15 ans au travers de ces différents facteurs, et on va regarder ce que ça donne sur un cas réel, page suivante. En fait, ce que nous, on en extrait des composantes principales, on appelle ça des what if, donc what if, hein, qu'est-ce qui se passe pour mon entreprise, ici de bâtiment, si, avec la loi zéro artificialisation nette, avec la crise de l'immobilier de bureau, avec le prix du sable qui va exploser lui aussi, avec les pénuries d'eau, avec le prix du bois, avec les divorces et les familles recomposées, vous passez d'un appartement à deux, avec les canicules, avec le prix de l'énergie, etc. Donc tout ça, c'est des facteurs qui sont susceptibles de venir percuter le fonctionnement linéaire classique de l'entreprise tel qu'on le connaissait aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qui se passe si tout ça se produit? Et d'ailleurs, premièrement, en quoi va consister l'augmentation du prix du bois à 15 ans ou l'augmentation du prix de l'énergie à 15 ans? Donc, une fois qu'on a identifié tous ces what if, on fait un arbre de causalité, page suivante, voilà, et on en déduit des ben donc. Alors les ben donc, c'est qu'est-ce qui se passe si il y a ça qui se passe? Ben donc, il va se passer ça. Et les ben donc, c'est des fonctions de plusieurs variables, vous voyez. Donc par exemple, hein, ici c'est sur une entreprise qui fait de la maintenance automobile. Voilà, et vous voyez en haut, par exemple, la part des clients qui renoncent à la voiture, ben, ça dépend de la smicardisation de la France, on est en plein dedans, du prix du pétrole, du prix de l'électricité, des clients qui ont accès à des transports en commun, de la rareté des métaux et du déploiement plus ou moins fort des ZFE. Et donc, on a des formules de calcul où on touille tout ça, on en fait une résultante, et on dit, ben, la part des clients qui renoncent à la voiture, moyennant tout ça dans 15 ans, c'est 13,4%, ou 17%, ou entre 12 et 20%. Voilà. Et une fois qu'on a tout ça, eh ben, on en déduit assez naturellement une part du chiffre d'affaires d'aujourd'hui qu'on aura fondamentalement plus demain. Alors pour cette entreprise qui fait de la maintenance auto, vous voyez, on maintiendra plus les autos des clients qui sont passés à la location, des clients qui ont renoncé à la voiture, des clients qui achètent plus parce que le garage il est dans une ZFE, des clients qui sont passés à l'électrique. On aura moins de chiffre d'affaires parce qu'il y a des kilomètres parcourus en moins, parce que les gens font du covoiturage, et tout ça, ça dépend d'un certain nombre de what if, parce que les hivers sont plus doux, qu'on aura précédemment identifiés. Page suivante. Et donc, en fait,
Je vais vous passer peut-être cette formule parce qu'on est on n'est pas en avance, mais il y a un peu de maths derrière, quoi. Voilà, on fait les calculs en fonction de si le prix des voitures augmente de tant de pourcents, de combien baisse le nombre de kilomètres parcourus. Si le prix de l'essence augmente de X%, de combien on baisse les kilomètres parcourus. Et à la fin du calcul, on a le nombre probable de kilomètres parcourus que les voitures vont faire en moins en France dans 10 ou dans 15 ans ou dans 20 ans. Voilà. Page suivante. Et donc, si je reviens sur mon exemple de maintenance automobile, vous voyez, j'ai des clients qui passent à la location. Ben là, dans mon exemple, j'en ai 8% à horizon 2030, donc il me reste 92% de ma clientèle de 2023. Ensuite, j'ai des clients qui renoncent à la voiture, il me reste 84% de ma clientèle. J'ai des clients qui passent à l'électrique. Là, je garde ma clientèle, mais ils consomment moins de chiffre d'affaires. Je tombe à 65% de mon chiffre d'affaires. Blablabla, vous voyez le principe. Et ensuite, dans chacune des petites boîtes restantes, on fait les calculs que vous avez vus, page précédente. Voilà. Et tout ça, on passe à la page suivante, se fait bien évidemment sur la base d'informations qui sont sourcées, quantifiées. Vous voyez, d'après le FMI, le prix du cuivre en euros la tonne passe de 6 000 euros, 6 168 euros aujourd'hui à 6 354 euros en 2035. Voilà, on se dit, bon, ben ça, c'est la vision du monde du Fonds monétaire international. Donc, ils n'ont pas analysé les problèmes de rareté qu'il va y avoir, mais c'est des gens sérieux, donc on ne peut pas exclure qu'on va avoir un scénario où le cuivre sera à peu près au prix en 2035 du prix du cuivre aujourd'hui. Par contre, nous, on va faire un autre scénario où le prix du cuivre a été multiplié par 5 compte tenu de ce que Arnaud vous a présenté tout à l'heure. Et donc, on prend plein de sources et puis on fait des tas de scénarios. What if le prix du cuivre est multiplié par 10 et what if le prix du pétrole est à 200 $ le baril, alors que pour l'instant, vous avez des visions du monde, vous voyez juste en dessous. Hein, à l'époque où on a fait le calcul, on était à 61 euros le baril. Et puis, l'Agence internationale de l'énergie nous disait, vous inquiétez pas, en 2035, ce sera 72 euros le baril. Ben, peut-être pas en fait. Hein. Donc on va garder ça comme une possibilité et on va en faire un scénario. Et on va faire un scénario what if le pétrole est à 200 $, ben donc c'est la cata et donc on a le chiffre d'affaires qui se casse la figure. Voilà. On passe à la page suivante. Et on sort de tous ces exercices avec une variation du chiffre d'affaires de l'entreprise base 2023 ou 2022 qui évolue de manière plus ou moins forte. Vous voyez, là, c'est un cas réel hein, où on avait effectivement une perte de jusqu'à 50% du chiffre d'affaires, suivant les hypothèses qu'on avait retenues. Très bien. OK, on passe à la suivante. Et donc, on en revient à notre fameuse stratégie du Y. Vous le retrouvez là, mais en horizontal, cette fois-ci, le Y. Je me dis que compte tenu de tout ce que j'ai fait dans mon analyse prospective, j'ai un chiffre d'affaires en danger qui est de 10 à 15% de mon chiffre d'affaires, ou de 3 à 10, hein, enfin ça dépend des entreprises, etc. Et donc, il faut que je trouve des nouvelles activités. Et donc, les nouvelles activités, c'est le fameux canal hystérique, avec deux contraintes sur ces nouvelles activités. Petit 1, ça doit être résilient, c'est-à-dire grâce à elle, je dois être toujours vivant dans 30 ans. Et petit 2, je dois être soutenable, c'est-à-dire je dois rentrer dans les limites planétaires. Ok, donc là, ça devient vraiment intéressant. On passe la page suivante. C'est là que ça devient vraiment passionnant parce que vous vous trouvez dans la situation de dire on réinvente tout, on refait le monde, on renverse la table. Et là, on prend une orientation un peu darwinienne, vous voyez. On dit bah, finalement l'entreprise, ici je suis dans un cas réel, hein, enfin pas tout à fait réel, un peu caviardé quand même, mais de construction, de quoi est fait l'entreprise. Et c'est ici qu'on va inventer la nouvelle raison d'être très différente pour pas qu'il y ait de confusion avec la notion de raison d'être des entreprises à mission. Très bien. Et donc, ici, vous voyez, on dit, bon, bah, de quoi est fait l'ADN de cette entreprise?
Alors, j'ai un premier chromosome, c'est de construire, un deuxième chromosome, des maisons, un troisième chromosome, des maisons pas chères, et un quatrième chromosome avec des matériaux classiques. Voilà. Et après, on se dit, d'accord, ben, on va faire muter certains, enfin, en toute rigueur, c'est des gènes, hein, c'est pas des chromosomes, mais c'est pas grave. Quelles sont les parties de l'ADN de cette entreprise que je vais faire muter? Bon, ben, dans ma première verticale, là, chromosome 1 à construire, ben, je continue de construire. Donc, je ne change pas ça. Mais par contre, jusque-là, je construisais des maisons individuelles. Maintenant, je vais construire des immeubles. Voilà, parce qu'il faut verticaliser les villes. Donc là, j'ai muté sur mon chromosome 2. Mais je continue à faire du pas cher. Par contre, j'innove carrément pour rentrer dans les limites planétaires et je fais ça en bambou. Vous voyez? Voilà. Et donc là, ben, j'ai fait muter 2 chromosomes sur 4 et mon entreprise n'est plus la même. Alors une fois que j'ai fait ça, ben, je me dis d'accord, maintenant ma nouvelle offre, c'est quoi? Et donc vous voyez en dessous un exemple de segment Y qui consiste à dire ben, on va passer à la rénovation. Jusque-là, on faisait de la construction, ben, maintenant on va faire de la rénovation thermique de logements collectifs. On va faire de la conversion de bureaux en bâtiments de logement. On va remplir des dents creuses. On va faire de l'habitat participatif. Et puis on chiffre. Hein, ben, donc qu'est-ce que ça va nous donner? Et à la fin de l'histoire, avec ces nouvelles offres, est-ce qu'on a une chance d'avoir une entreprise qui ressemble dans sa taille et son fonctionnement à l'entreprise d'aujourd'hui? Est-ce qu'on est toujours vivant? Voilà. Et puis, on passe page suivante. Imaginons que tout ça soit convaincant et qu'on ait trouvé avec le canal historique à 10 ou à 15 ans le remplacement des segments du canal historique d'aujourd'hui qui passe à la trappe. Ben, on ne s'arrête pas là, on fait un test du donut. C'est-à-dire que, et c'est là que la triple comptabilité, elle est centrale, puisqu'elle nous permet de mesurer l'écart aux limites planétaires de notre activité, de nos offres. Et donc, si tant qu'on ne rentre pas dans les limites planétaires, on peut très bien se dire, bon, ben là, j'ai une offre qui est vachement bien, puis il faut que j'y aille parce que sinon, ça va aller mal, mais je ne rentre pas dans les limites planétaires. Bon, ben, je me la garde quand même de façon transitoire, mais à 15 ans, il faudra que j'ai encore trouvé autre chose. Et donc, ou alors tout de suite, je dis, ben non, je vais encore changer des trucs dans ce que je décide de faire dans le futur pour rentrer dans les limites, dans les quotas de limites planétaires qu'on m'a donnés. Et dès que cette itération est concluante, eh ben, on a confirmé l'alternative, on a son canal hystérique qui tient debout sur le papier. Et bien sûr, sur le papier, c'est vachement facile. Donc ensuite, on commence à mettre en œuvre, on fait des projets pilotes, on se casse la figure, on recommence. Et puis au bout d'un moment, ça commence à marcher. Et je voudrais attirer votre attention sur un autre truc qu'on explique très bien dans le bouquin, c'est que tout ça s'accompagne d'une stratégie marketing RSE 2.0. C'est-à-dire que ce qui sort de votre jus de cerveau au niveau du canal hystérique, vous avez une probabilité assez forte que vos clients n'en veuillent pas tout de suite. Et donc, vous êtes obligé de vous dire, bon, d'accord, mais vous voyez, par exemple, on a pris l'exemple de Enaf tout à l'heure. En ce moment, Enaf est en train de dire, je vais être un peu caricatural, on arrête le cochon. Bon, donc c'est vraiment, et donc ils sont carrément hystériques ces gens-là. Et donc on est en train de végétaliser notre offre. D'accord, mais si vous achetez une boîte de pâté Enaf puis que dedans il y a des petits pois, vous ne serez pas content. Donc il y a un moment donné où l'entreprise va devoir mettre en place une stratégie d'influence, vous voyez, pour qu'au bout d'un moment, ses clients consentent à acheter sa nouvelle offre. Et ça, c'est un marketing vachement intéressant parce que, bien sûr, c'est du marketing pour la bonne cause et non pas pour rendre les clients dépendants de tous les trucs qu'on a inventés et qui ne sont pas nécessairement ni bons pour le client ni bons pour la planète, mais qui font bien du bien au chiffre d'affaires. Voilà. Donc, enfin voilà, donc on est un peu rapide dans notre présentation, mais là, il est 10h moins le quart et on veut laisser un peu de temps pour les questions. Donc vous avez compris le principe et je pense que ça doit être la dernière slide. Fais voir, Arnaud. Je te le confirme, Alan.
Ouais, c'est ça, voilà. Hein, bon, bah, voilà, ça vous donne un petit peu un aperçu à la fois des raisons pour lesquelles il n'y a pas trop le choix. Deuxièmement, du système de mesure qui vous permet de dire, bah, je sais que je suis bon maintenant ou toujours pas. Parce que ce qui est un peu irritant en ce moment, vous avez le droit de pas être d'accord, hein, c'est qu'il y a plein de gens qui se déclarent des entreprises à impact positif, des entreprises régénératrices, et puis j'attends le prochain superlatif, et puis qui sont toujours très à l'extérieur du donut, ou en tout cas qui n'en savent rien parce qu'elles n'ont rien mesuré. Et puis, donc, il faut mesurer. Et une fois qu'on a mesuré, eh ben, alors là, on commence à mettre en place ce plan stratégique en Y et à imaginer la mutation de l'entreprise. Et donc, c'est là que ça devient intéressant. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup Alan. Donc, bah, écoute, je vais prendre quelques questions et puis on va voir, on va y répondre un peu tous les deux. Alan, donc, connaissez-vous des entreprises et des secteurs qui n'excèdent pas leur quota? Alors bah, justement, bah, là-dessus, ça fait écho avec ce que tu viens de dire. Donc, il y en a extrêmement peu. Peut-être des secteurs liés à l'agriculture où on aurait des méthodes agricoles extrêmement performantes, ou alors On peut la sylviculture éventuellement, peut-être. Euh, Vas-y, ouais. Alan. Non, je voulais dire, oui, c'est ça. Il en existe certainement. Certainement, certainement. Simplement, à date, nous, des bilans en triple comptabilité, on a dû en faire une cinquantaine. Et on en a un nombre croissant d'entreprises qui nous demandent ça. Tiens, au passage, j'apporte un petit complément. Euh, Quand vous avez mis en place tout le système de reporting CSRD, la triple compta, c'est 1 € de plus, hein, parce que ça se trouve dans une machine, et donc tous les calculs sont faits automatiquement, et les datas, c'est ça qui coûte cher d'aller chercher, c'est les datas, et les datas de la CSRD alimentent la triple compta. Alors en fait, aujourd'hui, donc avec le bilan, tous les bilans qu'on a fait, les entreprises qui rentrent dans les limites planétaires, ben, on n'en a pas. On en a qui sont pas loin, et donc ça, c'est vachement excitant. Voilà. Mais par contre, des entreprises qui y sont aujourd'hui, à date, on n'en a pas. Ça ne veut pas dire qu'il n'en existe pas. Je prends une autre question. Euh, alors voilà, la question c'était pourquoi notre modèle n'est pas en soutenabilité forte? Donc notre modèle de triple comptabilité est bien en soutenabilité forte, Oui, oui. puisque il n'y a pas d'objectif de compensation, hein, entre les différents impacts. Donc ça, voilà, on le confirme. Si on l'a pas bien précisé, en tout cas, on vous le confirme. Et puis, Ensuite, il y avait une... juste ouais, un petit Vas-y, point. vas-y. Effectivement, à un moment donné, je ne sais pas pourquoi, il y a eu une publication qui est sortie qui disait qu'on n'était pas en soutenabilité forte, mais les gens qui ont publié ça sont jamais vus voir ce qu'on faisait, et c'est complètement faux en fait. Voilà. Oui, oui, alors ensuite, donc il y avait quelques questions aussi sur le coût du carbone. Là, donc on a notre collègue Damien Renaud qui a répondu sur le fait qu'on utilisait le prix tutélaire, le coût social du carbone, voilà, qui nous semble être la meilleure valeur à utiliser actuellement. J'ai un tout petit doute, mais Rapport Kiné 2019. Voilà. je crois que en gros, c'est 200 € à l'heure actuelle, si je me trompe pas. Euh, alors, quelle autre question? Alors, il y en avait beaucoup. Vous avez montré la situation de la France dans le donut. Qu'en est-il des autres pays européens? Bah, globalement, hein, les pays européens, on est à peu près sur. On a le même pattern à peu près pour tous les pays européens, où on dépasse largement les limites sur le plan environnemental, plus ou moins en fonction des pays. Et par contre, sur le volet social, on est proche de ce plancher, proche d'être bien dans le donut.
Très bien. Excusez-moi, il y en a pas mal. Je continue. Ce qu'on peut rajouter, Arnaud, pour la bonne Oui, compréhension de tout le monde, c'est que 100% de nos calculs sont adossés à des publications académiques, que ce soit pour le calcul des impacts, pour le calcul des seuils ou pour la financiarisation des impacts. Maintenant, c'est pas parce que c'est scientifique que c'est vrai ou que c'est juste. Hein. Vous savez très bien que on est dans le domaine quand même de la grande complexité et que vous avez sur le climat, par exemple, des modèles qui vous calculent le réchauffement de la planète. Les modèles utilisés par le GIEC, il n'y en a pas deux qui disent la même chose, ce qui est tout à fait normal. Donc c'est pas parce que c'est scientifique que c'est parfaitement juste. Voilà. Et bah, nous, c'est pareil. Et c'est la raison pour laquelle on lance ce travail de recherche avec l'école de commerce de Rennes sur la chaire, c'est une chaire de recherche, hein, où on va améliorer progressivement tous les modèles qu'on a pour faire des choses qui seront de plus en plus robustes, même si on ne part pas de calcul sur un coin de table. Voilà. ouais, sur le même thème, on a une question. Il y a beaucoup d'hypothèses, de grandes chances pour que cela ne se passe pas comme prévu. Vous avez raison. Et Oui. même si le prospectif est construit, tout à fait, on doit construire. Et c'est aussi pour ça qu'on a différents niveaux d'hypothèses, hypothèses basses, hypothèses hautes, et qu'on les confronte. Une question autour de la transformation. Est-ce qu'on travaille sur les gouvernances des entreprises également pour qu'elles soient plus résilientes, plus collectives, plus agiles? Bien sûr, alors en fait, si vous voulez, le point de départ de la stratégie du Y, c'est déjà de balancer un électrochoc dans la tête du dirigeant. Et rien que ça, déjà, une façon d'influer sur la gouvernance. Et je peux vous garantir, euh, euh, des entreprises qui mettent en œuvre, au moment où nous parlons, la stratégie du Y, vous n'en avez pas 50. Enfin, d'abord, la méthode est assez récente quand même. Deuxièmement, beaucoup de gens aujourd'hui sont focalisés sur la conformité CSRD et n'ont pas la bande passante pour faire ça. Mais je peux vous garantir que toutes les entreprises qu'on accompagne sur le sujet, ça démarre par un électrochoc dans la tête du comité de direction qui se dit ouah, mais effectivement, dans 10 ans, on va manquer de ceci, on n'aura peut-être plus de cela. Et c'est franchement hasardeux de construire une stratégie d'entreprise sans prendre ça en compte. Vous voyez, je vous prends un exemple. Dans vos bureaux, vous avez des extincteurs. Voilà. Mais la probabilité qu'il y ait un incendie dans votre bâtiment, elle est faible. Elle est super faible. Mais il y a des extincteurs. Voilà. Donc l'incendie, il n'est pas certain. La plupart des entreprises ne connaissent jamais d'incendie. Mais il y a des extincteurs partout. Et là, en fait, on vous dit, ben là, le truc, on n'est pas sûr, bien sûr. Peut-être que là, on vient de découvrir 15 ans de réserve de pétrole en Antarctique. Si la Russie viole le pacte de non-exploitation de l'Antarctique, on en a pour 15 ans de pétrole qu'on n'avait pas avant. Donc, ce ne serait pas une bonne nouvelle, mais admettons. Donc, ça veut dire qu'on n'aurait plus de problème de pétrole pour 15 ans de plus. Bon, ben d'accord, mais est-ce qu'on va tout miser là-dessus? Vous voyez, donc en fait, c'est la prise en compte de risques qui sont ultra probables. Et malheureusement, comme les mesures sont faites aujourd'hui de ces risques, on peut les inclure dans un plan stratégique. Mais ça reste des hypothèses, c'est sûr, c'est pas certain. Sur Alan, pour faire écho avec l'électrochoc dont tu parlais tout à l'heure, euh, il y a beaucoup de questions autour de la formation. Donc aujourd'hui, on a déjà formé sur les sujets de stratégie du Y, bien sûr. Et je pense que à la rentrée, on aura des propositions de dates de formation plus nombreuses et à venir, et donc qui pourront s'adresser à toutes et tous. Ouais, parce que Euh, là, je vois des questions sur. J'ai du mal à comprendre les calculs de budget. Ben bien sûr, ben, parce qu'on vous les a pas présentés, et puis que ça, par contre, ça prend une journée de formation, quoi. Tout à fait, oui. Ça,
Il faut creuser un petit peu plus. Alors sur le calcul, alors pareil, hein, sur la triple comptabilité, je voyais qu'il y avait une question sur le calcul des hypothèses de dette environnementale, sociale, etc. Alors là, pour le coup, nous, on forme beaucoup à ça et là, il y a des créneaux qui sont déjà ouverts et notamment à travers le centre de formation de l'agence Lucie. Donc là, on forme fréquemment sur ces sujets. Merci pour cette présentation. Au-delà de la prise en compte des aspects sociaux sur les employés, prévoyez-vous de développer également des modèles, dans votre modèle, les impacts sociétaux sur les clients, les utilisateurs finaux, les communautés, etc. Donc ça, c'est une super question. Je pense que c'est dans ces approches de triple comptabilité, elles sont pas abouties. Il y a encore plein de R&D à faire. Là-dessus, notamment en ce qui concerne les utilisateurs finaux, les clients, on se confronte à un problème qui est la standardisation de la donnée. C'est-à-dire que là où on peut piloter ces RH à peu près de la même façon, avec les mêmes indicateurs, par contre, l'impact sur ses clients, il dépend vraiment du modèle économique de l'entreprise. Donc voilà, ça rajoute de la complexité, mais on est en train quand même de travailler sur ces sujets. Mais voilà, ça c'est work in progress. Alan, je ne sais pas si tu veux compléter là-dessus ou prendre une Non, autre par question. contre, je vois deux questions qui viennent d'arriver qui méritent peut-être une micro-réponse puisqu'il ne reste plus beaucoup de temps. L'analyse de cycle de vie fait-elle partie de votre méthodologie? Ben oui, complètement. La comptabilité environnementale commence par une ACV. Et aujourd'hui, notre méthodologie permet de travailler à l'échelle d'une organisation, à l'échelle d'un projet ou à l'échelle d'un produit sur les 3 scopes. Et les 3 scopes, que ce soit les 3 scopes sur l'eau comme sur le carbone. Voilà. Et après, quelle différence avec la compta care et autres? Il y a une différence fondamentale entre ce qu'on vous propose et la compta care. C'est que je développerai pas trop parce que ça serait trop long, mais quand même pour donner une différence fondamentale, la compta care calcule un coût de conservation des capitaux, alors que nous, on calcule un coût à ne rien faire. En d'autres termes, quand vous voyez un impact en compta care qui est important, vous devez établir un plan d'action pour soit supprimer l'impact, soit régénérer le capital tout de suite. Par exemple, vous émettez des particules fines dans l'atmosphère, la méthode CARE va vous dire ben, il faut absolument trouver une façon de ne plus les émettre ou bien de les récupérer juste après émission, voilà, un filtre. Nous, on ne va pas faire ça, on va dire vous émettez des particules fines dans l'atmosphère, et ben c'est quoi la conséquence sur l'économie de vos enfants? Voilà, le coût à ne rien faire de ce que vous avez émis dans l'atmosphère. Voilà. C'est ça la différence fondamentale. Et puis ensuite, peut-être, Alan, il y a une dernière question là, avant qu'on arrête. Concrètement, qui travaille sur le canal hystérique? Avec quels moyens? Des équipes internes, hein, externes? Quel temps, quel budget? Ah ben là, vous ne pouvez pas faire ça tout seul, hein, faut nous appeler. Hein. Ça coûte très très cher. En fait, le sujet, c'est très clairement à la base un sujet de comité de direction. C'est-à-dire que le canal historique, si vous voulez, pour initialiser le truc, il faut que les dirigeants disent, OK, vous voyez, j'ai fait une formation sur ce sujet-là il y a 2 jours dans une entreprise de bâtiment. Voilà. Je leur ai appris qu'il y avait un risque majeur sur la pénurie de sable dans les décennies qui viennent. Ils ne savaient pas. Voilà. Bon, ça leur a fait un électrochoc. Ils disent bon bah d'accord, donc il faut qu'on fasse il faut qu'on travaille le béton d'argile. Voilà. Mais ça, c'est les dirigeants qui disent. Et après, bien sûr, vous avez le jour où les dirigeants sont d'accord, ben, ils nomment en interne les équipes, ils réorientent la R&D tout simplement, par exemple, hein, ou le marketing stratégique. Et donc ça ne peut se faire, hein, je blaguais tout à l'heure, ça ne peut se faire qu'en interne, puisqu'on touche à l'ADN de l'entreprise. Nous, on est là, bien sûr, pour aider, pour accompagner, mais c'est pas un truc que vous sous-traitez, ça. Merci. Voilà, il est 10 heures, parfait, on finit à temps. Merci à
toutes et tous, merci pour vos questions. On est conscient qu'on aurait pu en parler 2 ou 3 heures. C'était une première approche. La rediffusion sera disponible et je suis sûr qu'on aura d'autres occasions d'approfondir le sujet avec vous. Donc merci, on vous souhaite une excellente journée. Merci beaucoup. Au revoir.